Bon, s'il vous plaît. Je suis heureux de recevoir ce soir monsieur le professeur ou maître Temple. Ça dépend de quelle casquette on regarde, quelle robe on prend. Parce qu'autrefois les profs d'université portaient encore la robe, et j'en connais quelques-uns. Oui, je la portais aussi. Oui. J'ai un de mes amis, prof Aline, il enseigne toujours en toge. Au sujet de votre livre qui vient de sortir, Théorie générale de la nation et droits de l'homme et identité nationale. Alors je signale que cette conférence est dans le cadre du cercle de l'Aréopage, surtout pour ceux qui viennent d'arriver. Vous pouvez voir pas mal de vidéos sur YouTube et vous tapez cercle Aréopage. Tout récemment, j'ai fait 3 conférences sur les droits de l'homme. C'est un texte, malheureusement, qu'on le veuille ou non, fondamental pour comprendre nos sociétés. C'est la doctrine appliquée au champ social du naturalisme. C'est venu en France par l'intermédiaire de Lafayette et c'est l'idéologie anglo-saxonne. Ce texte pose de nombreux problèmes. C'est l'individualisme, la négation d'une véritable notion de nation ou de société, parce que la théorie des droits de l'homme suppose la conception rousseauiste que l'homme était heureux, se suffisait à lui-même, et après malheureusement il s'est agrégé à d'autres, et a créé un pacte. Et toute la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui va être promulguée le 4 août, on voit très bien qu'un ordre ancien substitue un autre ordre. Un ordre fondé sur le pacte, dont l'objectif hypothétique est de sauvegarder la liberté individuelle, et amène, si on est très fin dans l'analyse du texte, à la négation bien sûr des corps intermédiaires, mais même de la famille. C'est l'individu face au Léviathan. Et quand on regarde l'histoire post-révolutionnaire, où les soldats de l'an 2 ont propagé ces semences de subversion un peu partout dans l'Europe, qu'on a pu se servir du principe des nationalités. Et on ne peut pas comprendre, par exemple, les mouvements de 48 sans revenir à la notion des droits de l'homme. Tout récemment, on peut voir comment elles sont appliquées. D'abord, les conséquences de la Première Guerre mondiale, on n'a qu'à voir le plan Wilson, où au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, on a fait fi réellement, concrètement, de l'identité des peuples. Pensez au traité de Sèvres, Trianon. Beaucoup plus récemment, le cas d'école, le Kosovo. Voilà, je pense que j'en ai assez dit, même trop. À vous, cher maître. C'est correct? Pas du tout. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. J'ai beaucoup travaillé pour le sujet que vous m'avez confié ce soir, car nous sommes dans des concepts difficiles. Et pour vous faire comprendre à quel point ces concepts sont difficiles, je voudrais vous dire que l'air que nous respirons a une longue histoire. Il faut attendre les Grecs pour qu'on fasse de l'air un des 4 éléments cosmiques classés par Aristote de bas en haut. La terre, l'eau, l'air et le feu, également un élément du corps humain, mais ce n'est qu'au XVIIe siècle, rendez-vous compte, qu'un Anglais, Robert Boyle, démontre que l'air est indispensable à la vie. Quelques souris l'ont payé de leur existence. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que Lavoisier arrive à faire l'analyse de l'air. Alors, quelque chose qui nous paraît aussi évident que l'air, eh bien, c'est une longue histoire, une longue réflexion. Les savants ont triomphé du mystère de l'air,
que très tard dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, il en va de même pour la nation. La nation, alors qu'elle nous constitue culturellement de manière aussi intime, n'est comprise et ne devient qu'au XVIIIe siècle un principe fondateur en politique. On affirme la nation. Et on a quelques esquisses de Jean-Jacques Rousseau, mais pas seulement. Et puis c'est tout. Et donc on affirme la nation sans savoir quelle est sa composition chimique, comme l'air. Et il faut atteindre... Alors donc nous avons la Déclaration des droits de l'homme, le fameux article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Principe qui a été très rapidement, parce que trop dérangeant, écarté au profit d'une conception étatique de l'organisation des peuples. Et il n'existait pas de théorie générale de la nation. On attendait Lavoisier pour analyser ce concept. Michelet a écrit un ouvrage, Le Peuple, en 1846. Il n'était pas content. Et puis surtout, il exprimait son désarroi face au vide idéologique. Il dit, je suis tout seul à travailler sur ce thème-là. Et c'est le choc de 1870 qui va amener Michelet à rééditer Le Peuple en 1871, en le changeant profondément. Et quant à Renan, le fameux discours de Renan sur la nation, il l'a incubé pendant 12 ans. Pendant 12 ans pour écrire 17 pages son discours à la Sorbonne. Qu'est-ce qu'une nation? Et d'autres s'y sont épuisés aussi, puisque Marcel Mauss, le grand sociologue, en est mort. J'exagère à peine. Il s'est épuisé à la tâche, il n'a pas pu finir sa théorie générale de la nation. Il écrivait, je travaille, c'est difficile, même angoisse que Michelet. Et il est mort avant d'avoir pu finir. Et Edgar Morin, le sociologue, dans ses ouvrages, constate qu'une théorie générale de la nation reste à écrire. Et je dois dire que ce que je viens de vous lire avait de quoi me décourager, mais je n'ai découvert ces citations que chemin faisant, alors que je m'étais lancé dans l'ouvrage. Et moi, ça m'a pris 7 ans. Alors je bénéficiais évidemment de travaux antérieurs, mais pas beaucoup finalement. 7 ans d'études et d'écriture pour arriver à proposer ma lecture de la nation. Je pensais que ça allait vite. Quand j'ai commencé mon travail, je dis bon, il y en a pour quelques mois, à la fin de l'année, je publie. Donc c'est bien une réalité, la nation, dont nous avons besoin, mais c'est une réalité difficile. Nous l'inhalons, la nation, comme nous inhalons l'air, mais avec autant de difficultés d'en faire l'analyse. Or, aujourd'hui, on repense beaucoup à la nation parce qu'elle n'a jamais été aussi menacée. Et les gens s'interrogent, ce qu'ils appellent, dans une formule que je trouve assez, comment je peux dire ça, assez lourdingue et en même temps assez démagogique, le vivre ensemble. Mais les gens se posent la question, comment organiser la société? Notre passé, notre présent, notre avenir. Et aujourd'hui, la réalité nationale, ou le projet national, apparaît aux uns et aux autres menacé par la mondialisation, toutes sortes de fédéralismes, il n'y a pas que le fédéralisme européen, la surpopulation, songez que nous sommes passés de moins d'1 milliard d'habitants en 1900 à bientôt 8 milliards. Et la planète est réduite, a été diminuée de 8 fois. Elle était comme ça, elle est devenue comme ça. De ballon de football à balle de golf. Et nous, il faut que nous vivions dessus. Des migrations de masse, des guerres, le terrorisme. Tout ceci, forcément, nous oblige à penser à l'espace qui se rétrécit. Et cette angoisse, ou cette interrogation, elle concerne plus particulièrement les anciens comme moi, ceux qui ont vu
la France de l'après-guerre, qui ont su ce que c'était que la France. Nous avons, nous les plus anciens, le souvenir de la France française authentique, et puis les plus jeunes, qui se demandent s'ils sont obligés de quitter leur pays. Donc les moins de 30 ans, en gros, et puis les plus de 65 ans, sont très inquiets et très en colère en même temps. Mais cette inquiétude, il n'y a pas que les Français qui l'éprouvent vis-à-vis de la nation. Je rentre d'Afrique, là, hier matin, de très bonne heure. L'Afrique est un continent où les gens aussi demandent la possibilité de vivre dans leur culture sans des perturbations politiques. Tout le nord du Mali, c'est le cas. 800 000 km² avec des gens qui ne sont pas des Bambara, mais on leur donne quasiment aucun droit de se gérer eux-mêmes, ni même de gérer leur culture. Et puis il y a le Tibet, il y a le Darfour, comme jadis ce fut le cas de la Pologne et même de l'Italie, du temps qu'elle était partie intégrante de l'Empire autrichien. Alors, ces tensions nationales sont porteuses de guerre, en tout cas de malheur, de souffrance et très souvent de guerre. Donc, je regrette que le débat sur l'identité nationale, qui va nous occuper quelque peu aujourd'hui, ait été aussi mal amené et aussi mal conduit en 2008-2010. C'était une pantomime, ce n'était pas du tout une façon profonde de gérer un débat de ce type-là. Et ce soir, je voudrais avec vous sonder ce que je crois être une vérité scientifique, la vérité sociologique de la nation, et nous allons explorer ensemble l'identité nationale et les droits de l'homme, mais ma démonstration sera que, et il ne s'agit pas d'un pari, mais c'est une profonde conviction que j'ai, c'est que l'identité nationale est un droit de l'homme. Je réconcilie ce concept d'identité nationale avec les droits de l'homme, et vous verrez, il n'y a pas d'artifice. Alors, d'abord, dans une première partie, je vous parlerai de l'identité nationale pour vous dire que c'est l'essence de l'homme social. Je ne parle pas de l'homme mystique, l'homme créature divine, de son âme, mais de sa vie sociale. Je suis profondément convaincu que l'identité nationale, c'est l'essence de l'homme, ce qui le constitue. Que signifie identité? En tant que vieil aristotélicien et de plus en plus convaincu que là nous avons le summum de la philosophie, on pourrait au fond presque se passer de toute la philosophie postérieure. Il a calibré, organisé toute la réflexion, et en particulier la sémantique. On ne peut pas raisonner si on n'a pas la maîtrise du sens des mots. Qu'est-ce que l'identité? Alors ce thème a plusieurs sens, malheureusement. J'écarterai les sens mathématiques qui amènent à une comparaison. L'identité, c'est l'égalité, enfin, tout ça, je l'écarte. Je vais revenir au sens original de l'identité. C'est ce qui constitue la matière permanente, la nature permanente. Alors, il y a plusieurs origines sémantiques de ce terme-là. Il y a le latin, il y a le grec. Le latin, c'est l'identité, id est quod est, ce qui est. Mais les grecs, c'est plutôt l'essence. Mais vous verrez qu'il y a très peu de différence entre ce que la chose est et ce qui la constitue. Ce que la chose est. Voilà. C'est le premier livre de l'Organon d'Aristote, c'est la définition de la chose. Il y a une définition d'une chose, ce que l'homme est, l'homme social est, quelle est son identité nationale, et c'est invariable, enfin à peu près invariable. Nous sommes dans le domaine humain, et donc on n'est pas dans les maths. C'est pas 3, 14, 116 un être humain, c'est plus compliqué que ça. Et donc l'essence et l'identité nationale de l'homme, c'est la même chose. C'est ce qui le constitue essentiellement et de manière permanente. Pour le plus important de son identité,
et de la manière la plus permanente. Donc il y a une relative permanence et une importance aussi prééminente de la nationalité, la culture nationale, dans la construction de l'être humain. Donc, j'utiliserai tantôt le terme identité, tantôt le terme essence. Ce sont donc les caractéristiques permanentes, principales et dominantes. On utilise souvent le terme d'identité, on va se rapprocher du sujet, quand on parle d'un être humain déterminé. Quelle est l'identité d'Henri Temple ou de frère Thierry, par exemple, hein? Qu'est-ce qui le caractérise? Alors, Henri Temple, il est avocat, juriste, prof de droit. Frère Thierry, c'est un moine, on peut le dire, s'il ne m'en voudra pas. Et c'est une façon déjà de trouver son identité. Mais l'identité d'un être humain, c'est pas seulement sa profession ou sa position dans la société. Il y a l'identité sexuelle, il y a l'identité sociale, professionnelle, religieuse, psychologique, intellectuelle, générationnelle. Hein? Henri Temple est un homme qui a 70 ans, qui a été prof de droit, marié, des enfants, il vient du sud de la France. Donc on finit par avoir un portrait qui va cerner mon identité. Et d'ailleurs, cette identité, avec la généalogie, va apparaître dans ma carte d'identité. Les juristes ont bien sûr été obligés de distinguer un être par rapport à un autre. Hein? Qui êtes-vous? Alors je sors ma carte d'identité et on voit mon nom, mon prénom, ma date et mon lieu de naissance. Par le prénom, on arrive plus ou moins à repérer quelles sont mes origines, ou si je m'appelle Yannick, probablement breton, si je m'appelle Mireille, probablement du sud de la France. On arrive à progressivement distinguer un être humain de son environnement. Et c'est très commode après ça pour les huissiers ou pour les gens de police ou de justice pour aller vous chercher chez vous. Hein, voilà. Et ça, alors, c'est important parce que cette identité légale peut avoir un hiatus, peut présenter un hiatus avec l'identité réelle. Il peut y avoir une distinction entre l'identité légale et l'identité réelle. Je suis français, je m'appelle Mohamed. Personne va discuter ça. Mais immédiatement, en donnant mon prénom, il va y avoir une petite fêlure dans le principe d'identité traditionnelle. Or, l'homme a cette caractéristique qui s'interroge toute sa vie sur ses origines. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Et j'étais hier à la basilique Saint-Denis, au cours de restauration, et là, je me suis dit, mais au fond, je vais en parler demain avec mes amis du Vieux Colombier, du Parloir, parce que quand on rentre à la basilique Saint-Denis, ça a du sens. Qu'on soit chrétien ou pas, royaliste ou pas, c'est malgré tout l'histoire d'une communauté qui est inscrite dans ces pierres meurtries des gisants de Saint-Denis. Voilà, et puis il y a la statue de Duguay-Clin. Enfin, il y a même un homme extraordinaire dont je ne me souvenais plus. C'est un prince d'Anjou qui était devenu roi d'Arménie. Hein. C'est un destin extraordinaire, ça. Nous avons eu, n'oublions pas quand même que pendant longtemps, la France a rayonné en Orient, avec les principautés latines, jusqu'en Arménie, jusque même à construire des forteresses en Arabie Saoudite, ça on l'a oublié. Bon, tout d'un coup, une extraordinaire explosion d'identité au moment où je rentrais dans la basilique Saint-Denis. Bon, mais ça, c'est parce que mon identité me crie, m'interpelle en me disant, oui, même si tu n'es pas tellement royaliste et catholique, je veux dire modéré, ou chrétien tempéré, malgré tout, c'est ton histoire. Et c'est une partie de ton identité. Il faut la préserver parce qu'elle nous rassemble les uns et les autres. Comme le disait... alors, ce moi que je mets de manière exagérée en exergue va se rattacher à nous.
Hein, c'est ça la construction de l'identité nationale. L'identité du moi rejoint l'identité du nous. Et si ça ne se produit pas, il peut y avoir des fêlures extrêmement graves jusqu'au crime. Le Piaget, le grand psychologue, le dit d'ailleurs, le moi va facilement se rapporter au nous quand il est en quête de lui-même. C'est l'appropriation personnelle du système social qui socialise. C'est je m'intègre à moi-même cette construction collective. Alors c'est très fort, c'est en même temps l'identité de moi et l'identité de nous. Et une identité durable. Elle a un avant, un pendant et on l'espère un futur. Alors on parle parfois de caractère national pour définir cette compréhension qu'on a de notre propre identité, un caractère national. Le français est râleur, dit-on, ou il est cartésien. C'est pas vrai du tout, il n'est absolument pas cartésien le français, hélas. Il faudrait qu'il le soit un petit peu plus. Mais on a envie de se donner cette forme d'archétype national pour nous définir. Et c'est comme ça qu'on se regroupe. Au cours d'un voyage, par exemple, les Français ou les francophones vont se rassembler, et puis les autres peuples aussi par affinité linguistique et culturelle. Alors, cette personnalité de base, comme disent non pas les psychologues, mais les spécialistes de la culture, les ethnologues, cette personnalité de base, elle est terriblement contestée. Il y a des gens qui vous expliquent que ça n'existe pas. Rappelez-vous, pendant le débat de l'identité nationale, il y a des gens qui ont dit « mais non, ça n'existe pas ». Et donc, pour ces prétendus savants, tous les peuples avaient une identité nationale, sauf la France. Cherchez l'erreur. En réalité, ils étaient complètement tétanisés par la perspective qui pu sortir de ce débat-là une défaite de leur pensée. Et en réalité, c'est un match nul assez médiocre, un 0-0, qu'il en est sorti parce qu'on n'a probablement pas procédé comme il aurait fallu faire, avec des débats de très haut niveau intellectuel. Ça n'a pas été le cas. Alors, à côté de cette identité personnelle, il y a l'identité collective. L'identité collective nationale, bien sûr. Et il se trouve que nos identités personnelles, culturelles, sont façonnées par l'identité collective. L'enfant en bas âge, et je parlerai tout à l'heure des travaux qui ont été faits sur le cerveau, même si je crois qu'il ne faut pas être matérialiste, le cerveau est un outil, et pas plus que ça, mais c'est un outil dont les réactions sont quand même intéressantes, en particulier l'hippocampe, dont je dirai un mot tout à l'heure. L'enfant chinois ou coréen qui a entendu parler chinois ou coréen en bas âge, avant même de pouvoir former des vocabulaires, a déjà une imprégnation corticale qui va le prédestiner à réapprendre assez facilement le coréen ou le chinois. Mais au fond, est-ce que vous êtes surpris de ça? Bien sûr que non. On sait très bien que les enfants, tout ceci, éprouvés par la science aujourd'hui, mais les poètes le savaient il y a bien longtemps. Alors, cette construction, à la fois personnelle et collective, elle se fait par les sentiments. Des sentiments de base, des sentiments presque charnels. C'est une affectivité très profonde qui va faire que l'identité se construit au sein de l'être humain à partir de son environnement. Il y a donc une imprégnation dès la petite enfance, par la famille, l'école, la société qui va se faire. Et les psychologues contemporains, vous savez qu'en France, la psychologie a été anéantie par les courants psychanalytiques. Partout ailleurs dans le monde, les études psychologiques vont chercher les liens entre les fameuses 5 dimensions de la psychologie et l'environnement familial ou culturel. Il n'y a qu'en France qu'on continue à tout voir par le Freud. Je ne critique pas l'approche freudienne, elle est intéressante, mais faire l'étude de l'être humain uniquement à partir de Freud, c'est quand même se priver de tout le reste. Alors, ces dimensions psychologiques
c'est ce qu'on appelle les 5 dimensions principales, l'extraversion, l'agréabilité, la conscience, le névrosisme et l'ouverture. Plus aucun psychologue du monde ne le conteste, ça. Mais ces 5 aspects de la psychologie des êtres humains et sont très influencés dans leur évolution et dans leur fabrication par la culture environnante. Alors, par quoi? La culture environnante, c'est quoi? Bien sûr, la langue. C'est tellement évident que je ne vais pas inciter lourdement. Dans mon livre, j'ai fait le... Vous savez, je me suis lancé dans mon livre un peu comme le mineur qui va chercher un minerai sans savoir ce qu'il va trouver. Mais j'ai effectivement découvert que... Pas découvert, mais j'ai redécouvert l'importance que la langue pouvait avoir dans la création d'une identité, qu'elle soit personnelle ou collective. C'est notre façon de penser. Nous pensons avec notre langue. Et moi qui suis originaire de l'Aveyron, vous connaissez Victor de l'Aveyron, la triste histoire de cet enfant loup. Et une fois qu'il a c'était un enfant intelligent, les médecins le disent, mais il avait perdu la période où on peut apprendre à parler, et pour lui ça a été fini. Il a été coupé du monde, muré dans sa solitude, tout le reste de sa vie. Si les étapes de l'éducation sont ratées, l'être humain peut être un être souffrant qui n'arrivera jamais à connaître, à vivre pleinement son humanité. La langue qui est un concept qui permet d'échanger, de nous regrouper, de nous retrouver, de retrouver nos ressemblances, qui est aussi un moyen de conceptualisation. C'est la façon de penser la langue, à condition de maîtriser le vocabulaire, la mémoire collective, la littérature, bon, tout ceci, et la transmission des parents aux enfants, tout ceci est essentiel. La religion. Alors la religion, qu'on soit ou non croyant, vous savez qu'en Italie, il y a les fameux athées dévots, Borras lui-même se disait athée dévot. Moi, c'est un peu le contraire, je serais plutôt un croyant, un peu réticent à l'Église à l'égard de la hiérarchie catholique. Mais, excusez-moi frère, mais je le dis avec ma façon un peu spontanée. Mais qui songerait à dire que la France n'a pas été façonnée par le christianisme? Personne, même pas les agnostiques. Tout le monde sait bien ce que la France doit à ce que la pensée grecque d'une part, l'organisation romaine et les vertus de la religion, l'apport de Jésus-Christ, qui songerait à dire que la France n'est pas redevable à cette conception de l'être humain et de la société. Et l'histoire, cheminement collectif, mais aussi cheminement familial. Qui peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de l'histoire de la famille dans sa famille, hein? Comment nos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu tous ces conflits terribles qui ont saigné la France sur l'espace de un peu plus d'un siècle maintenant. On en y est imprégné. L'histoire collective et l'histoire familiale. Où était mon grand-père? Qu'est-ce qu'il a fait? Mon père. Il se trouve que mon père a fait 3 guerres pour la France. Donc moi j'ai eu une sorte de raccourci de l'histoire, puisque j'ai entendu parler de la Première et Deuxième Guerre mondiale, et même de la guerre du Rif. Mais bon, je suis un cas particulier. Mais tous, nous savons que le père ou le grand-père a fait quelque chose pour le pays, et que la France a souffert. Ceci nous rapproche et ceci nous façonne également. Il y a les territoires. Relisons Peggy, hein, sur les champs de blé. Enfin, il y a notre littérature est imprégnée de nos territoires et notre enfance. Moi, quand je reviens dans ma province, l'odeur du buis, je vais sur les hauts plateaux, cette odeur amère, hein, unique, c'est tout de suite l'enfance qui revient à la surface. Tout ceci, on l'aime. On aime nos souvenirs d'enfance, on aime ce que nous disaient nos parents, et on aime tout ce que nous avons lu sur notre pays. Et enfin, il y a la culture. La culture que je distingue, voyez-vous, de la langue et de la religion. C'est tout le reste de la culture. Littérature, architecture, bon, les Russes, c'est le poil. Hein, les histoires au coin du poil. Les Espagnols, c'est les ramblas, les grandes promenades à l'ombre des platanes. Cette culture plus modeste, mais qui façonne complètement notre façon de vivre, y compris le vêtement, la politesse,
la façon dont nous abordons les uns les autres, la discrétion, et tout ceci fait que nous aimons vivre ensemble les uns avec les autres. Alors, quelle est la force de cette imprégnation ? On vient de parler de l'imprégnation, mais la force, elle a été relevée par les poètes. Hugo, Michelet, Renan, Bainville, Mounier, Bloch, Morin, tous disent « oui, c'est fort hein, ». Ça nous constitue, et ça nous constitue de manière forte. Très bien. Mais ce qui est nouveau, désormais, c'est l'apport des neurosciences sociales. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Et ce n'est pas du tout une matérialisation de la pensée vers quoi je vais. C'est simplement que la médecine, les neurosciences confirment tout simplement ce que nous ressentions. Vous savez, je ne vais pas citer les Américains, Tajfel, Turner, Cassioppo, Pierce, mais je reviens sur les prix Nobel de médecine de décembre 2014. Ils ont été donnés à un couple de Norvégiens et à un Anglais, si mes souvenirs sont exacts, sur les travaux sur l'hippocampe. L'hippocampe n'est pas le siège du moi, il est l'outil du moi. Il ne faut pas tomber dans un matérialisme excessif, c'est plus fin que ça. Et c'est dans l'hippocampe que l'enfant, puis l'adulte, va intégrer tous les stimuli qui viennent de l'extérieur, de sa société, et l'hippocampe, c'est une sorte de façon de classer. Et c'est l'outil de la constitution du moi. Il va emmagasiner toutes les données spatiales et temporelles, mais sur la longue durée, et culturelle. Donc l'hippocampe nous permet d'organiser la compréhension que nous avons de nous-mêmes par rapport aux autres. Donc l'hippocampe est utile même sur le plan culturel. C'est l'outil du soi. Mais alors, si les données neuroscientifiques sont aussi importantes, est-ce que cette façon à la fois affective, psychologique et cérébrale de se constituer une identité est de tout repos? Qu'est-ce qui se passe si l'hippocampe se met à bugger parce qu'il est sollicité par des stimuli culturels en contradiction les uns avec les autres? Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Moi, je l'ai entendu par des gens, des amis nord-africains, qui me disent c'est très dur, parce que nous sommes constitués culturellement d'une certaine façon, et quand nous travaillons ici en France avec des Français, c'est assez différent, très différent. Bon. Alors, quand il s'agit de gens cultivés, ils surmontent cette souffrance-là. Ce que les psychologues musulmans eux-mêmes appellent l'hybridation, phénomène d'hybridation. Je suis en partie occidental, en partie oriental et musulman. C'est eux-mêmes qui ont étudié cette question d'hybridation, les conflits internes que cela peut générer. Et évidemment, est-ce que ces conflits internes ne peuvent pas, dans certains cas, provoquer des issues violentes? En général, nous sommes tous différents les uns des autres. Certains d'entre vous sont du nord de la France. Moi, je viens des montagnes du sud du Massif central. Ma nation, c'est la France, mais j'ai un prénom. Ce prénom, c'est Rouergue, Occitanie. Ce n'est qu'un prénom, mais c'est quand même mon prénom, ne me l'enlevez pas. Et les immigrés, le nom, c'est France, évidemment, mais ils ont un prénom, non seulement un prénom d'origine musulmane, mais ils ont une origine, ils ont un parcours familial et géographique. Bon, alors parfois on arrive à gérer le nom et le prénom dans un contexte national donné, parfois on n'y arrive pas. Ça peut être parfois un motif d'exclusion et parfois un motif d'auto-exclusion. Donc tout ceci mérite beaucoup de finesse, car on ne comprend pas assez que cela peut provoquer des souffrances. Souffrances pour les gens qui sont là, souffrances pour les gens qui arrivent. Ils sous-estiment la souffrance qu'il y aura à gérer
ces contradictions dans le cerveau. Ceci a été étudié par des laboratoires de l'université de Poitiers, le MIMOC, qui a publié énormément d'articles sur l'hybridation, les phénomènes d'hybridation culturelle et les difficultés que cela amène pour les gens hybridés. Il y a même eu un ouvrage célèbre, un roman par un très bon romancier pakistanais, Mohsin Abid, sur la façon dont les musulmans américains ont vécu le 11 septembre, un ouvrage très pertinent, fondé sur cette idée de hybridation et difficulté de les surmonter. Donc je ne veux pas insister trop lourdement là-dessus, mais c'est un chantier sur lequel travaille l'université de Caen, l'université de Poitiers, la psychologie politique pour les uns, les phénomènes d'hybridation culturelle pour les autres. De toute façon, c'est un sujet d'étude. Alors c'est là qu'il y a une divergence très grave, puisque les gens qui étudient je pense à Alexandre Dorna par exemple, étudie la psychologie politique, est vent debout contre ceux qui refusent d'étudier ces phénomènes-là en disant il n'existe, parce que vous avez des gens qui nient l'existence l'existence de l'identité nationale ou l'existence du caractère national. Ils le nient, mais ils ne disent pas pourquoi. Or, toute vérité scientifique doit être étudiée et finalement, une opinion sera retenue. Or, en France, c'est le déni. L'identité nationale française n'existe pas et le caractère national français n'existe pas, nous disent les prétendus savants de gauche. Alors aujourd'hui, on peut dire prétendus savants parce que le déni n'est jamais un moyen scientifique. Donc j'approuve tout à fait ce que dit Dorna dans un article qu'il a écrit en 2008, au moment où on commençait le débat sur l'identité nationale. Alors, pour terminer sur ma première partie, qui est un peu longue, je le reconnais, je voudrais vous dire quelques mots sur les conséquences de ces phénomènes d'identité individuelle et collective. Le fait de dire « je me sens français » ou bon, « je ne le sais pas », mais si j'y réfléchis, bien sûr que je suis français. Je parle français, mes parents sont d'origine française, j'adhère à la culture française, bon. Et puis, ce sentiment va faire que nous tous ici ce soir, à part peut-être une ou deux personnes, vont dire « j'aime la France, mais je ne suis pas français, parce que je viens d'un autre pays ». Je comprends, mais moi j'aime mon pays, car non seulement j'apprécie la culture française, mais encore je reste attaché à la culture de mes origines. Ces sentiments collectifs existent. Et ils sont extrêmement structurants. Nous nous reconnaissons en tant qu'entité nation française, ou population française, si on n'est pas pure d'origine française, peu importe. Je lie mon destin personnel au destin de cette collectivité. Et là, il passe des phénomènes extraordinaires. C'est que cette empathie va amener les gens qui ont en commun l'identité nationale de se rapprocher en cas de coup dur. Et ils vont créer des phénomènes de solidarité. C'est-à-dire que nous, Français, comme disait Jean Jaurès, la patrie est le seul bien des pauvres. Hein. C'est-à-dire que nous, Français, nous allons vouloir aider les Français qui ont subi une catastrophe, qu'elle soit une catastrophe naturelle, ou le chômage, ou la vieillesse, que sais-je, ou la maladie. Hein. Nous allons ressentir entre nous des liens de solidarité très forts. Et là où on a une rupture de la réflexion politique, c'est que si on est solidaire au sein d'une communauté nationale, cela implique qu'il y a une économie nationale pour financer cette solidarité. Or, aujourd'hui, nous avons renoncé à avoir une économie nationale. On l'a diluée dans les vastes espaces. Alors, dites-moi, comment on finance la solidarité nationale s'il n'y a plus d'économie nationale? Si, François Hollande a trouvé. Il emprunte 2000 milliards d'euros de dette. Et depuis qu'il est là, 400 milliards d'euros, presque 500 milliards d'euros de plus. Mais jusqu'à quand? Et c'est un artifice. On ne peut pas sans cesse emprunter pour financer la solidarité nationale. Tôt ou tard, il faudra que ce soit l'économie nationale qui finance la solidarité. Vous voyez comment on passe de la psychologie individuelle à la sociologie collective, de là à la solidarité et de là à l'économie. C'est un tout
indissoluble, extrêmement solide. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les notions d'identité nationale individuelle et d'identité nationale collective, et de cette identité nationale collective au consensus, la solidarité et l'économie. J'en viens maintenant à la deuxième partie de ma causerie, qui est que l'identité nationale est un droit de l'homme. Tout ceci est profondément cohérent. S'il y a une nation, cette nation, l'existence de cette nation suscite inéluctablement des droits de l'homme. N'ayons pas peur des droits de l'homme, simplement il en est fait des usages et des mésusages à tour de bras, et qui sont des usages et mésusages qui amputent les droits de l'homme d'une grande partie de leur sens. Je le disais tout à l'heure, donc, je crois profondément que l'identité est la quintessence de l'homme et la quintessence de la nation, parce que c'est des caractères permanents et fondamentaux. Alors, que sont les droits de l'homme? Je me suis référé tout simplement au site des Nations Unies, puisque c'est les Nations Unies qui sont le florilège, le réceptacle, le thésaurus des droits de l'homme mondiaux. Alors on nous dit là dans les textes officiels des Nations Unies que les droits de l'homme sont des droits inaliénables de tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur de peau, religion, langue ou toute autre condition. Tout être humain a des droits. Très bien. Que ces droits de l'homme sont universels, toute l'humanité, et inaliénables. Personne ne peut les vendre ou personne ne peut s'en voir privé. Très bien. Qui sont également interdépendants et indivisibles. C'est-à-dire qu'ils soient individuels ou collectifs. Ça, c'est déjà très intéressant parce que ça va me permettre de trouver la construction de ma démonstration, la suite de ma démonstration. Et que ces droits de l'homme sont à la fois des droits et des obligations. C'est bien de le dire et de l'écrire, hein, parce que souvent on ne voit que le droit et jamais les obligations. Des obligations à la fois pour les êtres humains, mais également pour les États, pour les peuples. Je distingue, de la même manière que j'ai distingué l'identité personnelle, nationale personnelle, et l'identité nationale collective, je vais faire une distinction qui est faite par personne, de cette façon-là en tout cas, qui est une distinction entre les droits de l'homme individuels et les droits de l'homme collectifs. Je triche légèrement avec le vocabulaire, puisqu'on appelle les droits de l'homme collectifs les droits des peuples. Mais dites-moi où est la différence. Et alors ça, je pense qu'il faut le présenter de cette manière-là, parce que ça amènera nécessairement à une hiérarchie. C'est-à-dire que je crois qu'il est difficile de contester que les droits de l'homme collectifs, les droits des peuples, s'il y a conflit, vont l'emporter sur les droits de l'homme individuel. On va essayer de sauver les droits de l'homme de tout le monde, mais s'il faut choisir entre le plus grand nombre ou le petit nombre, évidemment, si le choix est inéluctable, ça sera le droit du plus grand nombre qui devra l'emporter sur le droit du plus petit nombre. Alors, je vous ai dit qu'il y avait les droits de l'homme individuel, les droits de l'homme collectif. Quels sont les droits de l'homme individuel vis-à-vis de la nation? Les droits nationaux de l'homme, hein, puisque c'est le sujet qu'on m'a demandé de traiter devant vous. D'abord, le droit à une nation. Rappelez-vous qu'entre les deux guerres, il y avait ce qu'on appelait les apatrides, des gens qu'on avait privés de leur nationalité et qui erraient d'Allemagne en Italie, en France et en Espagne, en Belgique, sans avoir de nationalité, apatrides. Tout ceci désormais est interdit. Il est impossible de faire en sorte qu'un homme soit sans nationalité. L'homme a droit à une nation. L'homme, deuxième droit individuel national, l'homme a droit à émigrer. Il a le droit de quitter son pays et d'y revenir. Alors j'ai bien dit le droit à émigrer. Jamais les textes internationaux des Nations Unies ne parlent de droit à immigrer. Donc c'est une distinction qui me paraît, par les temps qui courent, nécessaire de rappeler.
il n'y a pas de droit à immigrer. Et même au contraire, nous verrons tout à l'heure qu'il y a des droits collectifs de l'homme qui peuvent s'opposer à des immigrations de force. Ce droit à émigrer existe, le droit à immigrer n'existe pas. Il n'est prévu dans aucun texte. Pire, de plus fort, l'immigration clandestine est prévue et réprimée par les textes. Et quiconque veut se soustraire à une mesure d'éloignement de territoire commet une infraction pénale. C'est l'ordonnance de 1945 qui est devenue l'article L624.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. C'est interdit de rentrer de force dans un pays, de s'y maintenir. Hein. Ne l'obéissons pas. Et il y aurait très peu à faire pour durcir légèrement le processus. Troisième droit personnel lié à l'identité nationale, c'est le droit d'asile. Alors là, au contraire, ça n'a rien à voir avec le droit à émigrer. Là, nul ne peut reprocher à celui dont la vie ou l'intégrité physique est menacée de fuir son pays, évidemment. Et alors, où va-t-il? Normalement, il devrait aller dans les pays voisins. J'aimerais bien qu'on me dise le nombre de réfugiés que l'Arabie Saoudite a accueillis. On serait sans doute surpris. Alors, comment se fait-il que le pays le plus étendu et le plus riche n'accueille pas de réfugiés sur son territoire, alors qu'il est à côté, à proximité? Et ce sont très souvent des musulmans et même souvent des sunnites en plus de ça. Qu'on me dise pourquoi l'Arabie Saoudite n'accueille pas de réfugiés sur son territoire. Alors, tout ceci, c'est pour remettre les choses à leur place. Est un pis-aller. Bien sûr, on accueille quiconque peut être assassiné. Mais il ne signifie pas obligatoirement qu'il faut ouvrir toutes grandes les portes d'un pays pour le submerger. Car à cette solution du droit d'asile, à ce problème du droit d'asile, pardon, il y a bien d'autres solutions qui sont les corridors sanitaires, les zones sanitaires, à la proximité de la Libye ou sur le territoire de l'Arabie Saoudite. On pourrait très bien créer des zones pour accueillir les malheureux et les protéger sous protection nationale. Comment ont vécu les Palestiniens depuis 1948, les pauvres, dans des camps, hein? Ils sont dans des camps, on les a foutus dehors de chez eux, et maintenant, ils sont dans des camps. Parfois, ils se font massacrer dans les camps, comme à Sabra et Shatila. Hein? C'est pas une solution. Mais je pense que la crise de Syrie ne durera pas toujours, la crise de Libye non plus, et donc il est clair, et le cas de l'Érythrée aussi. Et il y a une ambassade d'Érythrée à Paris. Demandons des comptes à l'ambassadeur et au gouvernement érythréen. Comment se fait-il qu'il y ait tant de gens qui quittent leur pays? Laissez-les vivre chez eux. Permettez-leur de vivre chez eux. Car un des droits de l'homme dont on ne parle pas, c'est quand même celui de vivre chez soi. Vivre chez soi, c'est quand même le plus grand plaisir. En tout cas, ne pas en être chassé. J'ajouterai un droit de l'homme qui n'est pas tout à fait un droit de l'homme. C'est celui de parler de sa nation, la liberté d'expression sur la vérité sociologique de la nation. Rappelez-vous qu'il fut un temps où on n'avait pas le droit de prononcer le mot Pologne, le mot Kurdistan, le mot Palestine et même le mot Italia, Viva Italia, disait Verdi, le grand compositeur. Hein. C'était des concepts qu'il ne fallait pas prononcer parce qu'ils étaient considérés comme séditieux à l'encontre d'un État-nation ou d'un empire-nation. En France, nous n'en sommes pas là, on a encore le droit de parler de la France. Mais avons-nous le droit de dire quelle est la composition sociologique des prisons en France? Eh bien non. Si vous dites comment est composée la population carcérale, vous allez être traduit en justice. Bon, nous revendiquons le droit à parler de notre nation pleinement, sans agressivité, mais sans mensonge et sans déni. Et je parlais d'événements historiques, de cas historiques comme la Pologne et l'Italie, mais aujourd'hui,
Allez crier vive le Tibet libre sur la place Tiananmen à Pékin. Et puis nous verrons quand on vous reverra remonter à la surface. Hein. C'est pareil pour le Kurdistan. C'est pareil pour le nord du Mali, l'Azawad. Hein, impossible de nommer la région. 800 000 km², impossible de la nommer. Il a fallu attendre les accords d'Alger-Bamako de juin 2015 pour que le nom Azawad apparaisse enfin dans les textes officiels maliens. Donc vous voyez, cette répression sur l'identité de la nation, elle est toujours plus ou moins présente. Alors, je passe à la dernière idée de mon exposé. Rassurez-vous, je vais m'arrêter. Quoique avocat, quoique professeur, il y aura un terme à ma parole. J'en viens à la deuxième idée de ma deuxième partie, qui est que les nations disposent de droits de l'homme collectifs pour préserver leur identité. Selon moi, les droits de l'homme collectifs sont hiérarchiquement plus élevés que les droits de l'homme individuels. Encore une fois, il s'agit de les respecter aussi, les droits de l'homme individuels. Mais s'il faut choisir absolument, s'il fallait choisir, les droits de l'homme collectifs sont d'une importance, je crois, supérieure. Alors, il y en a qui sont reconnus par les déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme de 1948. Le premier, nous disent les Nations Unies, le premier de ces droits, c'est le droit à être reconnu comme nation. Je voudrais citer à ce moment-là, à ce moment de l'exposé, une phrase magnifique d'un génie trop peu connu, un des grands génies de la pensée politique et philosophique du XIXe siècle, John Stuart Mill, qui a écrit une œuvre remarquable, vous savez, sur la distinction entre logique inductive et logique déductive, c'est lui. Hein. C'est un presque Aristote, hein, qui nous vient plus fort que Descartes. Remarquable. Que dit John Stuart Mill à propos du sentiment de nationalité? Il dit que les êtres humains ont un droit souverain de chercher avec qui s'associer en nation. Écoutez bien, un droit souverain de chercher avec qui s'associer en nation pour unir tous les membres de la nationalité sous le même gouvernement, ce qui revient à dire que la question du gouvernement devrait être décidée par les gouvernés. Eh bien, voilà une phrase admirable, trop peu connue. Je vais vous la relire, hein, pour ceux qui veulent l'entendre une seconde fois. Il y a le sentiment de nationalité donne un droit souverain aux êtres humains de chercher avec qui s'associer en nation pour unir tous les membres de la nationalité sous le même gouvernement, ce qui revient à dire que la question du gouvernement devrait être décidée par les gouvernés. Mais si on appliquait Stuart Mill, bien des problèmes seraient réglés. Alors donc ce premier droit de l'homme, prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le droit à être reconnu comme nation. Il y a encore beaucoup de nations de par le monde dont la reconnaissance pose problème. Rappelez-vous le traité de Sèvres, mon père vous l'a dit tout à l'heure, hein, qui reconnaît l'existence du peuple kurde. Ils attendent encore. Or, les Kurdes n'ont rien à voir avec les Turcs. 25 millions de personnes, 25 millions de personnes avec une langue, une culture, une histoire, des traditions, une conception de l'homme et de la femme qui n'a rien à voir avec ce qu'on pratique en Turquie ou ailleurs. Ces gens-là, on les a abandonnés. Et alors maintenant, ils sont à la charnière de l'histoire entre la Perse, la Turquie et le monde arabophone. Je pense qu'ils vont s'en sortir pourvu que l'Occident aille jusqu'au bout de ses convictions et de sa loyauté, ce qui n'est pas gagné. Deuxième droit qu'infère l'identité nationale collective. Écoutez bien parce que nous allons parler d'or là maintenant. Le droit de chaque nation à décider librement de sa culture.
c'est reconnu là aussi par la déclaration, le pacte des Nations Unies. C'est pas la DUDH, cette fois-ci, c'est le pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Les peuples assurent librement leur développement social et culturel. Fermez le banc. Donc ça suffit. Nous avons là l'outil qu'il faut réhabiliter, il faut affûter la lame, mais nous avons là une arme absolument invincible. Car la culture, on vient de le voir, est intimement liée à la culture collective, à la culture personnelle, et donc à l'état de souffrance ou de perturbation où nous allons nous trouver. Ça fait partie de notre chair. Et c'est par-delà la formule du pacte des Nations Unies, c'est l'article 1er, il y a bien sûr la souffrance personnelle, intime, qui est visée. La Convention africaine des droits de l'homme va encore plus loin. Alors elle est peu connue, et encore que les Africains la mettent souvent en avant. La Convention africaine des droits de l'homme et des peuples, article 22, va plus loin encore que les textes des Nations Unies. Le droit au développement économique, social et culturel des peuples dans le strict respect de leur liberté et de leur identité. Les Africains savent quand même qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Nous avons été inhibés, acculturés d'une certaine manière sur ces sentiments. Je rentre d'Afrique de l'Ouest, là, dans la rue, au boulot, on parle français, dans la rue, on parle moré, à la maison, on parle dioula. Parce qu'on est attaché à maintenir ce lien avec la famille, avec l'histoire, avec la culture, le territoire, le village. Troisième droit, vous allez voir, c'est de mieux en mieux. Troisième droit, le droit pour la nation de sauvegarder son essence. C'est l'article 4 du pacte des Nations Unies. Dans le cas où un danger menace l'existence de la nation, on ne dit pas l'existence physique. L'existence est l'essence, l'identité, bien sûr. Celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde dans le respect des droits des minorités. Donc, voyez-vous, il y a la loi de la majorité, préserver son identité, dans le respect des droits de la minorité. Alors, sur ces textes-là, on n'a pas le temps d'en parler, mais j'ai proposé dans mon livre ce que j'appelle le principe sociologique de précaution. Je ne sais pas pourquoi le principe de précaution a si mauvaise presse, alors qu'il a été inventé par Hippocrate. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Bon. Donc le principe de précaution, il est aussi vieux que la médecine, il dit simplement ceci. Quand on a un doute, on suspend, on attend, si on a un doute. Le temps que le doute soit levé. Alors, y a-t-il ou non un doute en France sur la possibilité d'incorporer toujours et toujours plus d'immigrants? Pour moi, il y a un doute sérieux qui devrait permettre de dire nous pouvons arrêter. Nous pouvons arrêter avec humanité, mais arrêter quand même. D'ailleurs, rappelez-vous ce que disait Claude Lévi-Strauss. Alors, Claude Lévi-Strauss était l'icône de la gauche pendant longtemps, triste tropique, et un beau jour, il est allé prononcer des discours à l'UNESCO, dans lesquels il a dit il faut éviter ce grand bouleversement des cultures, il faut que les cultures restent les cultures. L'humanité en a besoin. Et de ce jour-là, il a été banni par l'intelligentsia gaucho-parisienne. Et enfin, je voudrais vous parler d'un dernier texte très récent, de 2007, toujours les Nations Unies, les droits des peuples autochtones. Je vous le lis sans commentaire. Les peuples autochtones, c'est 2007, les peuples autochtones ont le droit d'être différents, de s'affirmer. Les peuples autochtones, c'est les peuples qui sont là depuis le début, les aborigènes, aborigénés, depuis l'origine, ceux qui sont là depuis le début. Les peuples autochtones ont le droit d'être différents, de s'affirmer différents et d'être respectés en tant que tels.
Leurs droits intrinsèques découlent de leur structure politique, économique et sociale, et de leur culture, de leur tradition spirituelle, de leur histoire et de leur philosophie. Je pense que je n'ai pas besoin de faire plus de commentaires sur ce texte-là, qui est pétri d'humanité. Si, il y a tout de même l'article 3. Les peuples autochtones déterminent librement leur statut politique et assurent leur développement économique, social et culturel. Voilà, donc, voyez, la démonstration est la suivante. Il existe une identité nationale personnelle, une identité nationale collective, qui sont intimement liées, sauf hybridation douloureuse, et ces identités sont reconnues par les droits de l'homme. Il n'y a pas de hiatus entre les identités et les droits de l'homme. Utilisons donc les droits de l'homme. Ma conclusion, c'est que les nations structurent l'homme, et elles structurent l'humanité. Le sous-titre de mon ouvrage, c'est « L'architecture du monde ». L'identité nationale est un droit de l'homme individuel et un droit de l'homme collectif. Et je termine, après ma conclusion, par une forme de méditation un peu plus philosophique. Je pense que nous allons débattre, c'est ça? Bon, nous allons débattre. Et le débat ouvre le chemin vers la vérité. Le soliloque, le monologue, ne permet pas le progrès rapide et profond. Seul l'échange, la discussion, permet d'affiner le propos et de se rapprocher de la vérité. Et de comprendre. Car Spinoza nous le dit bien, comprendre, c'est vivre dans la vérité. Vous comprenez le monde, vous vous rapprochez de la vérité du monde. Et donc il y a un véritable bonheur à se rapprocher de la vérité. Et la vérité va générer la liberté. Si vous vivez dans la vérité, j'espère en avoir apporté un peu ce soir, vous allez vous sentir plus libre, moins gêné, moins inhibé. Veritas nos liberavit. C'est Saint Jean, c'était aussi la devise de l'ordre du Temple. Mais sans cette liberté, il n'y a pas de bonheur. C'est Périclès, le général Périclès, 500 ans avant Jésus-Christ. Il n'est pas de bonheur sans liberté. Il parlait de la liberté, non pas intellectuelle, mais politique, évidemment, de la nation grecque, des nations grecques. Et il ajoutait, mais il n'est pas de liberté sans courage. Donc, pour ce que je viens de dire ce soir, et la façon de le diffuser, oui, il faut avoir la liberté, il faut aussi du courage. Mais quand on a la vérité, on a le courage. La vérité est une force considérable, et elle donne le courage qui permet d'obtenir davantage de liberté encore. Ainsi naît, je crois, une spirale vertueuse, non pas un cercle vertueux, mais une spirale. Le cercle tourne en rond, la spirale avec l'epsilon d'or, c'est un progrès. Tout le cosmos se crée en grande partie grâce à la forme de la spirale. Ainsi naît une spirale vertueuse. Le courage est la condition de la liberté, la liberté est la condition de la vérité, et la vérité va recréer de la liberté. Alors je pense que chacun d'entre nous, qui s'astreindra à cette discipline, deviendra un homme, une femme vertueux au sens de l'Antiquité, avec des qualités, des vertus, des qualités, plus de qualités. Et quand on a plus de qualités, plus de vérité, on est plus libre, on est plus serein, on est plus maître de soi, et alors notre nation sera plus forte, plus juste, et à nouveau peut-être admirée. Merci de votre attention.